Quelle journée de podcast, mesdames et messieurs. Nikki Haley qui perd contre personne aux États-Unis. Bono Marchand qui vous confine dans votre maison à ne pas utiliser le foyer au bois. Ben, pas confiné, mais vous comprenez. Hydro-Québec qui est en délestage dans la région de Québec. PSPP qui se prend pour Darth Vader. Ouais. Quel show de radio, mes amis. C'est la revue de presse la plus débile que j'ai faite dans ma vie. On est dans débilité quand même, mais juste avant, je peux peut-être mentionner quelque chose que je t'ai vu mettre sur Twitter. On l'avait annoncé en prévision pour nos abonnés Patreon. J'avais dit il y a peut-être 2 semaines, ça s'en vient. Ben, c'est je peux vous le mettre à la 1 million d'écoutes sur Spotify. Donc, merci aux gens qui nous écoutent sur Spotify. On a mis les stats. Vous voyez, 1 million de lectures. C'est finalement accompli de notre côté. Mais il y a quelque chose, par exemple, qui me gosse dans ces chiffres-là. C'est qu'on a 7300 personnes qui nous écoutent chaque semaine, puis on a 4700 abonnés. Là, il va falloir s'abonner, les amis. Là. Ouais. C'est beau de nous écouter, mais là, il faut s'abonner. Mais il y a un truc qui est mal fait pour ce feature-là sur Spotify et YouTube. C'est que quand, mettons, si tu écoutes des trucs YouTube sur ta TV, c'est compliqué d'aller s'abonner à ce que tu regardes. Il n'y a comme pas vraiment de piton. En tout cas, c'est un peu de la merde. Puis, tu sais, si quelqu'un nous écoute sur un Echo Dot ou les petits trucs intelligents, tu fais juste lui demander de jouer le podcast. Mais je suis pas sûr que tu peux lui dire « abonne-moi à ce podcast-là ». Ah ouais, c'est sûr qu'il doit y avoir pas mal de monde qui écoute là-dessus. Parce que même sur les télés, je suis surpris, c'est à peu près 20% de notre auditoire qui écoute en télé. Si c'est votre cas, ben, ce serait le fun si vous pouvez prendre quelques instants de votre temps, aller sur votre téléphone intelligent. Ta face est présentement sur une 60 pouces 4K. Il y a du monde qui aime ça jouer avec le vie quand même. Faut le dire. L'autre affaire aussi que je voulais mentionner en début de show, c'est que on essaie de se forcer quand même pour améliorer notre présence sur certaines plateformes. Donc là, on est plus présent maintenant sur Instagram. Donc si vous cherchez Yann et Frank sur Instagram, vous allez nous trouver. Il y a déjà plusieurs personnes qui se sont abonnées hier dans nos membres Patreon, mais tous ceux qui nous suivent gratuits, ou si vous nous suivez sur Patreon, vous n'avez pas entendu ou vous n'avez pas vu la publication, vous pouvez aller nous suivre sur Instagram, parce que c'est là que les gens sont rendus. Face de book, il y a de moins en moins de gens. Fait que c'est ça. Bref, c'était les petits messages du jour. Ouais, politique américaine. Nikki Haley. Hey, quel shit show le Nevada? Ouais, non, mais ça a donné lieu quand même à des unes de journaux totalement délicieuses, là, dont celle-là ici que j'ai vu passer sur Reuters qui nous dit que Haley lose Republican Nevada primary to none of these candidates. Puis pas de tête, là, genre 60-30. Oui, c'est ça. Donc, et puis ça m'a quand même surpris parce que, tu sais, dans le fond, au Nevada, on l'avait déjà expliqué, toutes les primaires ont leurs propres règles. C'est quand même relativement complexe, là, la politique américaine, surtout les primaires. Les primaires démocrates n'ont pas les mêmes règles que les républicaines. À l'intérieur de chaque État, il y a des règles. Bon, on ne reviendra pas dans... Comme au Nevada, ce qui arrive, c'est que l'État du Nevada comme tel a décidé de changer les règles pour les primaires. Donc, il permettait maintenant de faire des primaires. Avant ça, c'était juste des caucus qui appelaient. Mais maintenant, il permettait une vraie primaire avec la possibilité de voter par la poste. Exact. Donc, ça a passé du côté démocrate, mais du côté républicain, ça n'a pas passé. Les républicains sont en joie le vert après ça. Ils ne veulent rien savoir du vote postal. Fait que, grosso modo, ce que les républicains ont fait, c'est qu'ils ont demandé à leurs candidats boycotter l'investiture, la primaire, autrement dit. On va faire nos caucus pareil, puis fuck him. Ouais. Okay? C'est carrément ça la game. Fait que le mardi, c'était
la primaire. Jeudi, c'est les caucus. Exact. C'est exactement ça qui se passe. Mais c'est parce qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'elle gagne haut la main ce truc-là qui n'a pas d'importance parce qu'il y a 0 délégué relié à ça. Mais c'est une victoire symbolique. T'sais, mettons qu'elle avait eu 90%, les gens seraient dit hey, les gens au Nevada sont sortis s'exprimer. Mais c'est sûr que la presse aurait titré Nikki Haley remporte le Nevada haut la main. Exact. Mais oui, puis c'était ça. Je pense que c'était ça le but dans le fait qu'elle était seule. Sauf que les gens qui veulent voter Trump sont tellement motivés qu'ils vont voter dans un truc où il n'est pas là et ils choisissent Other dans les options. Et ça donne des chiffres comme ceux-ci. Donc, on voit ici dans les résultats Donald Trump et l'autre gars que personne ne connaît qui est encore sur les bulletins de vote. Les deux ne sont pas là. Et Nikki Haley obtient 31,1% des voix avec 19 849 votes. Et qui gagne? Ben, on comprend que c'est la personne qui n'est pas sur le bulletin pour qui les gens ont voté et qui s'appelle Other ou None of these candidates. Donc, c'est quand même assez délicieux qu'elle, en étant la seule sur le bulletin, a réussi à perdre. Ça, honnêtement, je trouve ça quand même. Et là, le pire dans tout ça, Frank, c'est que les délégués sont déterminés par les caucus. Et le Parti républicain avait dit si vous participez à la primaire, vous n'êtes pas éligible au caucus de jeudi. En plus de se faire ridiculiser dans la primaire où est-ce qu'elle est toute seule et elle trouve le moyen de perdre, elle n'est pas éligible au caucus de jeudi. Je veux dire, sérieusement, qu'est-ce que ses fans pourront aller voter pour None of this candidate jeudi, parce que là, jeudi, sur le bulletin de vote, il y aura Donald Trump et Ryan Blinkley, l'autre gars qui reste en liste et dont personne ne parle depuis le début. Donc, lui, en gros, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires né au Texas. Ça doit être plate d'aller voter dans ce temps-là, pareil. Oui. Tu vas voter, puis ça sert à rien. Oui. Mais lui, c'est le. Oui, mais lui, c'est le côté, là, tu sais, born again Christian un peu. Là. Lui, il est dans l'église méthodiste du. Tu sais, en fait, lui, Ryan Blinkley, c'est le républicain tel que le Québécois moyen s'imagine que les républicains sont. C'est-à-dire un espèce de religieux un peu weirdo, là. Puis tu sais, j'ai rien contre lui, là, mais il a cofondé une église au Texas. Là. Tu vois le genre un peu de l'embranchement méthodiste. Là. Bon, bref. Il fait 0,4% à date. Là. Fait que, pour ceux qui pensent que ce courant-là domine au sein du Parti républicain, il existe, mais bon, c'est quand même assez marginal. Il faut se le dire. Là. Mais je pense que Nikki Haley s'est tellement ridiculisée au Nevada qu'elle va arrêter ça là. Je peux pas croire. Là. À un moment donné, il y a une limite à. Ben, elle, son espoir, c'est qu'il reste il reste des comtés ouverts, des États ouverts. Donc, dans le. Comme le New Hampshire. Ouais, c'est ça. Il faut juste que je vous retrouve les règles par État. Là. Mais il y en a qui s'en viennent qui sont ouverts, là. Notamment. Je vais vous dire ça, je l'ai ici, quelque part, parce que c'est compliqué. Il ne faut pas que je me mêle dans les affaires, mais je ne sais plus si c'est au Missouri. Mais en tout cas, tu as des États qui ont des règles ouvertes où tu peux te présenter, puis des gens qui ne sont pas affiliés au parti peuvent venir voter. Là. Fait que, mais là, c'est parce qu'elle est en train de se faire une réputation internationale de loser. Là. Tu sais, je veux dire, arrête, là. C'est un peu ça. Assez, là. Va-tu prendre un petit martini sur le bord de la beach, là? C'est un peu ça. J'ai vu que Donald Trump a donné une entrevue à Fox aussi où il parlait de ses potentiels candidats VP. Il a nommé des gens, donc je présume que les gens qu'il a nommés, ce ne sera pas eux. Parce qu'il a dit, je ne peux pas vous le dire encore, je ne suis pas encore décidé, mais j'aime bien Tim Scott et l'autre fille dont on a parlé, dont j'oublie tout le temps le nom, là. Donc, elle serait aussi dans ses. Je ne sais plus si c'était. Ben, moi, de mémoire, Mike Pence était sorti out of nowhere. Là. Je me rappelle pas qu'il en ait parlé bien. Non, c'est ça.
ça sortait un peu de nulle part, cette affaire-là. Là. Fait que, bref, c'est ça. On verra la suite des choses. Le troll en chef. Bon, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs des trolls en chef. Mais après avoir foutu le bordel au Canada, parce que je rappelle les événements la semaine passée, Tucker Carlson est venu en Alberta avec, avec le démon, Jordan Peterson. Et, je dirais quand même la figure du despotisme canadien et du. C'est quand même une figure d'extrême droite, là, Daniel Smith, selon nos médias. Donc, quand même. Lui, il est en train de faire la tournée mondiale du lui, il est en train de foutre la merde. En fait, le gars, depuis qu'il est parti ou qu'il s'est fait partir de Fox News, le but, c'est carrément juste de mindfuck tout le monde, y compris son ancien employeur, y compris tout le monde. Fait que là, il a commencé à parler, il a interviewé Donald Trump dans son hangar de tôle qui sert de studio. Il a interviewé un gars qui supposait être l'ancien amant de Barack Obama. Et tout ça étant basé sur des lettres que Obama envoyait à Michelle dans le temps que les deux étaient étudiants, où il disait qu'il avait mentalement eu une relation avec un homme. Ce qui est quand même une drôle de formulation. Mettons, pour courtiser ta propre blonde, c'est bizarre comme formule. Je sais pas s'il y a beaucoup de gars qui ont déjà essayé ça. Cher amour, juste te mentionner que j'ai eu mentalement une relation avec un homme. D'après moi, ça passe pas. Là. Fait que c'est ça. Et là, après avoir fait capoter la scène canadienne au grand complet, Marc Hervieux, toute la gang, ils ont tout broyé en avant des Kodak. Ah, Marc Hervieux, ça, c'est Pablo Rodriguez, celui qui s'est fait péter en deux hier sur Twitter. On va y revenir après. Donc là... il a été fendu en deux, pauvre Marc. Il a été fendu en deux complètement. Donc là, la nouvelle affaire, je vais juste aller dans le bon navigateur parce que là, j'ai comme ouvert 52 000 pages en même temps. Et ça, c'est jamais une bonne idée. Donc, je vais juste retourner pour chercher la publication de Tucker. Là, tu es en train de dire que Tucker Carlson a été interviewé Vladimir Poutine en Russie. Mais là, ça, c'est un scandale. Mais je me trompe ou c'est pas le premier reporter américain à interviewer Vladimir Poutine? Non, c'est pas le premier. On a vu plein de photos d'autres reporters au fil du temps qui l'ont fait, puis ils n'ont pas été traités d'extrême droite, eux autres. Mais non, c'est zéro le premier. C'est zéro le premier à faire ça. Là. 73 millions de vues sur Twitter. Donc, en direct. Ah, et Joey nous dit que Twitter a mis un fact-checking en dessous de la vidéo. OK, on y viendra après. We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. There are risks to conducting an interview like this, obviously, so we thought about it carefully over many months. Here's why we're doing it. First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. 2 years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. They have no real idea what's happening in this region, here in Russia or 600 miles away in Ukraine. But they should know. They're paying for much of it in ways they might not fully yet perceive. The war in Ukraine is a human disaster. It's left hundreds of thousands of people dead, an entire generation of young Ukrainians, and it's depopulated the largest country in Europe. But the long-term effects are even more profound. This war has utterly reshaped the global military and trade alliances, and the sanctions that followed have as well. And in total, they have upended the world economy. The post-World War II economic order, the system that guaranteed prosperity in the West for more than 80 years, is coming apart very fast, and along with it, the dominance of the US dollar. These are not small changes. They are history-altering developments. They will define the lives of our grandchildren. La qualité de comment c'est produit est assez incroyable, pareil. Là. Faut se le dire. Là. Ça, c'est vraiment un coup de pied dans le... Puis... T'as plus besoin d'un gros... On pourrait écouter le truc au complet, là, mais grosso modo, il explique en gros pourquoi il fait ça. Là.
Mais y a-t-il un problème avec ce qu'il Je vient sais de pas. dire? Je sais pas c'est quoi le problème. Parce que moi, j'écoutais ça, puis j'étais là, je dis, ouais, OK. Il est où le Je sais problème? pas. Continuons-en un petit bout. On va peut-être apprendre le scandale en cours de route. Most of the world understands this perfectly well. They can see it. Ask anyone in Asia or the Middle East what the future looks like. And yet the populations of the English-speaking countries seem mostly unaware. They think that nothing has really changed. And they think that because no one has told them the truth. Their media outlets are corrupt. They lie to their readers and viewers. And they do that mostly by omission. For example, since the day the war in Ukraine began, American media outlets have spoken to scores of people from Ukraine, and they have done scores of interviews with Ukrainian President Zelensky. We ourselves have put in a request for an interview with Zelensky, and we hope he accepts. But the interviews he's already done in the United States are not traditional interviews. They are fawning pep sessions specifically designed to amplify Zelensky's demand that the U.S. enter more deeply into a war in Eastern Europe and pay for it. That is not journalism. It is government propaganda. Propaganda of the ugliest kind, the kind that kills people. At the same time, our politicians and media outlets have been doing this, promoting a foreign leader like he's a new consumer brand. Not a single Western journalist has bothered to interview the president of the other country involved in this conflict, Vladimir Putin. Most Americans have no idea why Putin invaded Ukraine or what his goals are now. They've never heard his voice. Ça, c'est vrai, par exemple. Il y a un peu, Oui, il y a un peu de sauce là-dedans, là, mais vous comprenez le propos général. En gros, il dit pourquoi je fais ça? Pour informer les gens. Pourquoi informer les gens? Parce que depuis le début du conflit, on a eu accès à toutes sortes d'experts qui sont des militaires ukrainiens, Zelensky lui-même. Mais les entrevues ne nous expliquent pas vraiment le conflit. Finalement, servent plus à faire la genre de. À nous amener un petit peu plus profondément dans la guerre. À nous amener à mettre dans la tête des Américains que continuer cette guerre-là, puis continuer à envoyer des trucs en Ukraine, c'était la bonne chose à faire, et voici pourquoi, etc. Mais si vous demandez aux Américains, la plupart des gens ne savent pas pourquoi, ou n'ont aucune idée pourquoi les Russes ont fait cette invasion-là de l'Ukraine. Ils ne savent pas. Puis rappelle-toi, Jeff Caron, au début de ce conflit-là, en parle sur notre chaîne de notre côté. Même nous autres, pour le diffuser, on était un peu embêtés de dire on va-tu se faire flaguer, nanana, nanana. On avait démonétisé le podcast volontairement, je pense, justement. Puis la critique que Jeff a eue, c'est d'être pro-russe. Alors que tout ce qu'il faisait, c'était nous expliquer c'est quoi le thinking de Vladimir Poutine dans son invasion. Puis il n'était pas en train de dire que c'était une bonne chose, il faisait juste l'expliquer, pro-russe. Voyons, calvaire, c'est un peu, là. Mais il y a combien de gens au Canada, parce que là, il parle évidemment des Américains, mais il y a combien de gens au Canada qui comprennent réellement c'est quoi l'intention de Vladimir Poutine? À part que, tu sais, les affaires de base. Là, les gens disent, c'est un bully, il veut juste montrer qu'il est fort. Il y a des troubles psychologiques qui sont là eu pendant souvent. Tu sais, quand ta seule explication, c'est que le gars est troublé mentalement. Ça marche pas, là. Maybe there is more in the story. Il y a un élément à l'intérieur. Tu sais, je dis ça juste comme ça, là. Je dis pas qu'il a raison. Il y a une différence entre dire il a raison puis de dire qu'il est juste troublé psychologiquement. Je veux dire, si vous trouvez que c'est pas correct de dire que Vladimir Poutine a raison d'envahir l'Ukraine, fair enough. Mais si la seule explication que tu es capable de donner sur son invasion, c'est qu'il est troublé psychologiquement, je veux dire, c'est incomplet. Là. Non. Comprendre, ce n'est pas justifié. Ben exactement. C'est faux. Je pense que là, on devrait être assez mature en 2024 pour s'admettre ça. Là. Non, on n'est pas assez mature, Frank. Puis d'un bord comme de l'autre. Tu sais, les gens qui pensent qu'ils ont le fin mot de l'histoire avec juste l'histoire de l'OTAN, il n'y a pas rien que ça en arrière de ça. Il y a la Russie, le lien qui unit la Russie et l'Ukraine, ça remonte à bien avant ça. Là. Il y a une histoire de population là-dedans, il y a une histoire de langue, il y a une histoire ethnique, entre guillemets, civilisationnelle. Puis il y a une histoire économique, Tucker en parle. Il y a une affaire avec le dollar américain, il y a le reshaping du monde multipolaire. Benjamin Tremblay va vous en parler souvent sur la chaîne de 7 jours sur Terre. Jean-François Caron nous en parle souvent. Le monde unipolaire, l'hégémonie américaine est terminée. Il y a un reshaping qui se passe. On pourrait dire qu'il y a 2 pôles avec la Chine et les États-Unis. Puis éventuellement, on pourrait même parler de multipôles. On pourrait aller là
Ben oui, ben, Dans la géopolitique, c'est un peu ça qui se passe présentement. On revient à l'ordre international tel qu'il ressemblait dans les années 70-80. Mais il y a où le problème de se faire expliquer ça? Moi, j'ai pas de problème à me faire expliquer ça, qu'on essaie de comprendre qu'il se passe ça, mais effectivement, derrière l'attaque en Ukraine, il n'y a pas juste l'Ukraine, il n'y a pas juste l'OTAN, il y a aussi le reshaping économique mondial qui est en train de se passer. Mais là, si on parle de ça, on se fait flaguer. C'est quoi? On se fait ajouter des disclaimers en dessous de nos vidéos? Que ce soit pour du trolling, que ce soit, tu sais, disons les choses comme elles sont. Quelles sont les motivations de Tucker Carlson en arrière de ça? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Moi, je pense que la première, c'est mindfuck les autres médias. Mais pourquoi, justement, pourquoi ça devient une motivation? Le gars s'est fait sacré dehors de Fox News. Ben oui. Okay? Là, à un moment donné, vous êtes tellement en mode je cancelle tout le monde que les gens qui se font canceller, c'est tu sais quoi qui passe par la tête? Ils ont juste le goût de vous faire chier. Jordan Peterson, c'est ça. Tucker Carlson, c'est ça. Elon Musk, c'est ça. Continuez à canceller du monde. Ça fait juste motiver des gens à rire de vous autres. Puis le pire, c'est que vous êtes tellement freak que vous tombez en mental breakdown vraiment profond quand vous voyez des affaires de même. Ouais, puis ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que ils ne sont pas brillants ceux qui cancellent, parce qu'ils cancellent toujours des bons. Ah oui. Au moins, si tu cancelles un pas bon, tu te dis il ne fera pas grand-chose, c'est un pas bon. Ben là, le problème, c'est que j'ai pas envie de canceller les pas bons, il ne me dérange pas. Ouais. Ah, là, je suis pogné. Il faudrait que je cancelle les bons. Tucker Carlson, ben, c'était un des animateurs les plus populaires aux États-Unis. Donc là, je sais pas, on est comme fourré un peu. Mais tu sais, je reviens à ce que je disais juste quelques instants avant. Que sa motivation, ce soit le trolling. Que sa motivation, ce soit l'argent. Que sa motivation, ce soit l'exposition personnelle, le narcissisme, tout ça. Il en reste pas moins. Ou même que, fondamentalement, ce serait lui-même un pro-russe. Who fucking cares? La réalité, c'est que grâce à lui, on aura peut-être la seule entrevue de Vladimir Poutine. Et peut-être qu'avec ça, on comprendra des choses qu'on ne savait pas avant. On ne peut pas en comprendre moins. On peut juste en comprendre plus relié à ça. Et c'est comme si l'information. La même affaire si c'était quelqu'un de CNN ou de MSNBC qui allait interviewer Poutine. Ça ne peut pas être mauvais de voir le point de vue inverse pour comprendre quelque chose. Tu sais, pendant l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, tout ça, est-ce que tu es mieux d'avoir une entrevue, savoir ce que Saddam Hussein pense, ou on fait comme s'il n'existait pas, puis on l'ignore? C'est mieux de savoir ce qu'il pense. Ben, totalement. Mais c'est exactement son point. Il dit on vous ment par omission. C'est des mensonges subtils. Tu sais, on vous ment pas volontairement en disant des faussetés à la radio ou à la télé. On vous ment en parlant de certains sujets et en omettant de parler des autres. C'est tout, là. C'est pas compliqué. Puis quand tu comprends ce code-là, quand tu comprends ce qui se passe réellement, you can't unsee it. Là. Tu sais, tu peux plus arrêter de le voir. Tu le vois vraiment, tout ce qu'ils font tout le temps. Puis je veux dire, moi, c'est... Ce réveil médiatique-là, moi, il se passe en 2006-2007 à peu près, quand je vois le traitement médiatique de l'ADQ à l'époque. Puis depuis que j'ai vu ce qui se passait réellement dans un congrès, puis qu'après ça, j'ai vu ce qui sortait vraiment à la télé, je peux plus me défaire de cette image-là. Là. Impossible. Ouais. Puis je pourrais jamais changer d'idée par rapport à ça. Je sais qu'il y a une manipulation médiatique. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils font comme si c'était pas le cas. Puis tu sais, pensez-vous vraiment qu'il n'y en a pas ici dans Yann et Frank? Pensez-vous vraiment que notre objectif, c'est de parler de toutes les nouvelles? Ben, ce ne serait pas possible, là, mais même son... Ben, exact. Premièrement, c'est pas possible. Puis deuxièmement, on choisit les sujets qui nous tentent et qu'on sait qu'ils vont vous allumer. Il y en a. Tu sais, si tu penses que la seule revue de presse que tu peux faire dans ta semaine, c'est Yann et Frank, je m'excuse, c'est incomplet. Là. Ben oui, c'est sûr. Totalement incomplet. Là. Il prend des sujets qui nous intéressent. T'sais, des fois, là, je le sais là, que le sujet de l'art, c'est plus telle affaire. Je lis ça, puis je suis comme, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'allume pas. Je suis mieux de faire une émission avec toi sur une affaire qui ne nous intéresse pas, mais qui intéresse plus l'auditoire, ou parler d'une affaire qui m'allume. Je me dis, ben, dans ce temps-là, tu as plus l'air intéressé parce que tu parles. C'est peut-être plus susceptible d'intéresser l'auditoire. Il
La différence est où, Frank? As-tu déjà entendu du monde à Radio-Canada dire exactement ce que je viens de dire? Non. Il a dit « Hey, cette source d'information que vous écoutez chaque jour de manière religieuse, pratiquement dans certains cas, est incomplète. » Mais juste terminer sur un truc, puis après ça, je veux que Joey rentre parce qu'il y a des extraits qui ont rapport un peu avec ça. Là. Vous allez comprendre le lien. Mais le fact-check qui a été mis en dessous de la publication, qui a été vu, je le répète, par 73,5 millions de personnes, 446 000 likes, 135 000 retweets, 42 000 commentaires, bref. Complètement malade. Là. Le fact-check qui a été mis en dessous, c'est le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a commenté sur les propos de Carlson et il a corrigé une information. Il dit, quand Carlson dit qu'il n'y a aucun journaliste occidentaux qui ont demandé à avoir une interview avec Poutine, il dit « M. Carlson est incorrect. Dans les faits, il n'y a aucune façon qu'il pourrait savoir ça. En réalité, nous avons reçu plusieurs demandes d'entrevue avec le président. » Donc, peut-être que... C'est le seul qui aurait été accepté. Peut-être c'est le seul qui a été accepté. Ça peut être du bluff aussi. Il dit, j'ai pas le moyen de savoir cette affaire-là, mais moi, j'ai pas le moyen de savoir c'est les demandes d'information qu'ils ont eues. Fait que, prenons pour acquis que c'est le seul qui va en faire une. Ça, c'est l'information qu'on sait. Joey, je voulais qu'il rentre là-dessus parce que il y avait des extraits que... je pense, viennent de la Legion of Doom, de Doom Dumas. Et c'est dans une émission à Radio-Canada. Je vais te laisser le présenter, là, Joey. Là. Mais en gros, ça parle un peu de ça. C'est notre responsabilité sur l'information. Est-ce qu'on doit donner toute l'information? Par exemple, sur Donald Trump, est-ce que les médias font bien de relayer l'information? Parce que peut-être faudrait-il protéger le public contre lui-même. Ben oui, absolument. Écoute, avant toute chose, je vais vous faire un petit amuse-gueule. En fait, je vais vous présenter quelqu'un. Frank Yann, connaissez-vous la chaire de recherche Raoul Dandurand? Ben oui, c'est celui. Je pense que Raphaël Jacob était là. Qui y a d'autres, non? Mais c'est toutes les analyses de politique américaine sortent de là souvent, là, généralement. C'est ça. Et qui est basé à l'UQAM. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc, la personne qu'on va entendre, en fait, dans 2 extraits distincts que je vous présente, j'en ai 5 aujourd'hui sur divers sujets, mais on commence avec ces 2-là, c'est Mme Isabelle Vallet. Madame Isabelle Vallet, je vais essayer de zoomer un petit peu, je vais lire son pédigree, juste pour vous donner un petit contexte. Elle est directrice de l'Observatoire de géopolitique, chercheuse en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis, professeure associée en département de géographie à l'UQAM, professeure en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. Elle a une expertise qu'on nous dit élection présidentielle américaine, frontières et murs frontaliers, système politique américain et méthodologie. On a ça en bouche, mes chers amis, ça va comme suit. Vous dites c'est un violeur. Est-ce qu'à chaque fois qu'on parle de lui, on devrait dire, parce qu'il a été reconnu coupable d'agression sexuelle, est-ce qu'on devrait dire c'est un violeur? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Dans le contexte... Est-ce que ça devrait aller aussi loin? À un moment donné, il va falloir nommer un chat un chat. C'est un apprenti dictateur. Il y a plein de choses qui sont là, c'est écrit, c'est devant nous. Pourquoi est-ce qu'on ne les nomme pas? Pourquoi est-ce qu'on le traite comme s'il était une personne normale? On est complètement hors de la normalité démocratique. Marie-Louise, il y a des fois où j'ai été invitée sur des plateaux comme experte, en ayant face à moi un professeur qui avait été invité parce qu'il était pro-Trump, pour avoir les 2 côtés de la médaille. On a laissé cette personne-là dire en ondes des inepties. Mais comme il avait le titre de professeur, on crée cette équivalence d'expert. Ce qu'il disait était faux. C'était même pas moindrement contestable. C'était des données erronées, mais il avait le droit de parler parce que c'était face à moi, parce que c'était un expert. Vous avez refusé les J'ai refusé parce que je pense qu'on ne met pas les experts, les idéologues autour de la même table. Une des dérives des médias, c'est justement à vouloir trop montrer les 2 côtés, de toujours vouloir amener face à l'expert quelqu'un qui va aller plus dans le débat d'idées et au-delà des faits. Attends un peu, là. Elle, c'est l'experte. Elle dit ouvertement que Trump est un apprenti dictateur. Marie-Louise essaie de lui faire dire que c'est un violeur. Elle va pas là, par contre. Mais elle dit que c'est un apprenti dictateur. Elle, c'est l'experte. Et l'autre, c'est un idéologue. Les 2 sont professeurs. Et puis, oser dire que montrer les 2 côtés de la médaille, c'est quasiment malsain. Il faut pas faire ça, là, tu sais. Ouais, c'est quoi ça, cette obsession-là dans la démocratie, de toujours montrer les 2 côtés d'un bord d'une médaille? Chris, quand il y en a un que c'est le bon, il faut montrer rien que lui?
Hey, mais cette femme-là, elle est directrice. Ça, là. Ben oui, elle est directrice d'une chaire de recherche. Elle est supposément experte en politique américaine. Puis elle nous sort de la bullshit de même. C'est dans ces moments-là, autant que je blâme pas les... je sais qu'il y a des universitaires qui sont diplômés. Ben regarde, Frank, Yann, vous en êtes partis aussi, qui sont du monde extraordinairement brillant puis super formé. Mais des fois, c'est dans des moments comme ça que je me dis... C'est ça. Des fois, il y a certains universitaires qui ont même beau avoir des titres, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont brillants. Mettons que les gens vont aimer beaucoup le trio économique de ce vendredi sur Patreon. Je pense que oui. mais en réponse, inquiétez-vous pas, ça n'a pas été fait sans réponse. Ben, la voix de la raison, puis ça, même Dom Dumas a été surpris dans cette entrevue-là parce qu'il y avait Michel COG qui était là aussi. Et lui, pour une fois, tabarouette, il a fait un home run. Les gens aussi peuvent se faire une idée et dire « Hey, ce qu'il dit là, Trump, c'est complètement fou. » On peut aussi faire confiance aux citoyens. Et je pense que si on ne le fait pas, en tout cas du point de vue de mon travail, je pense qu'on décide à la place des citoyens, ce qui n'est pas notre rôle. Les médias ont beaucoup contribué à relayer, par exemple, les tweets de Trump. Le fait de les relayer, simplement, est quelque chose qui ne devrait pas appartenir à la sphère des fait de ne pas les relayer et de la censure. De la censure, il y en a de partout, Michel. Pas le mot de censure, mais de la limitation, de l'encadrement, du jugement. Il y a des éditoriaux, il y a des lignes éditoriales. Donc, on peut pas parler de censure à partir du moment où on décide simplement que certaines choses ne doivent pas être dites ou diffusées. On n'a pas besoin de tout voir pour comprendre. Voilà. C'est deux opinions très opposées. Et qui est l'arbitre de ça? Ça, c'est une grande question. Voilà. C'est une grande question. Moi, en tout cas, je veux pas jouer à ça. On aura compris. My God! Holy shit! Elle s'est échappée. Le vrai mot est sorti de sa bouche, puis elle a été obligée de patiner parce qu'elle a dit « Fuck, fallait pas que je dise ça, fallait pas que je dise ça. Fallait pas que je dise que je veux qu'on censure ceux-là qui ont pas mon opinion. Fuck. » Patine. La censure et la limitation de la liberté d'expression par un pouvoir étatique, religieux ou privé sur des livres, des médias ou diverses œuvres d'art avant ou après leur diffusion, censure a priori et a posteriori. Par extension, certains auteurs parlent d'une censure, mais aussi de censure indirecte non officielle sous forme de pression due notamment à la concentration des médias et d'autocensure déclenchée par la crainte ou la menace de censure. Je déclare formellement que cette dame est une idéologue. Ai-je le droit? Je sais pas. Quand c'est rendu que tu te fais ramasser par Michel COG, c'est parce que tu dérapes solide. Là. Il avait raison. Mais madame, c'est de la censure. Mais de la censure, il y en a partout. Mais en fait, c'est pas de la censure. J'ai juste décidé, Chris, que tu verras pas cette information-là. C'est pas de la censure. C'est que t'en avais pas besoin pour faire ton opinion. Voilà. Et une experte en politique américaine veut qu'on refuse de regarder les déclarations sur les réseaux sociaux d'un ancien président américain. Mais le pire, là, c'est qu'elle est encore sur Twitter. Man, il n'a pas tweeté depuis 2021. En fait, c'est ces tweets, entre guillemets, Truth Social qui reprennent. Et puis qui pensent que c'est encore sur Twitter. Non, c'est ça. D'habitude, je laisse les extraits à Doom puis à Légion, parce que c'est ça. On fait chacun notre travail de notre bord, mais c'était tellement saucé qu'il fallait que je vous les présente là-dessus. Ouais, un peu plus dans le positif maintenant. Yann, tu vas être content. Ouais. Stéphane Bureau, qui est là, il est de retour en France, mais il était au Québec il y a à peu près une semaine. Et il a fait un peu la tournée des médias. Et il a été à Radio-Canada Radio à Montréal. Ça, c'est eux autres qui l'ont tossé parce qu'il avait interviewé Didier Raoult. Ouais. C'est bon qu'il y retourne. Oui. Alors, puis à Queen Solid, anyway, là, justement, vous allez le voir. Et bien sûr, on est très féminin dans le podcast avec le personnage qui est Olivier Niquet. Eh bien, pour une fois, mesdames et messieurs, le karma joue en notre faveur. Qu'est-ce que moi je trouve bizarre, c'est qu'on a juste le choix entre un sexiste, misogyne, raciste, puis un monsieur de 80 qui sait plus où il regarde, puis son fils a fait de la fraude partout. Mais donc, sur l'étiquette de raciste, il y aurait beaucoup de Mexicains, de population latina, qui diraient non, on est d'accord avec lui sur la question de la frontière, par exemple. Mais Olivier, là que je trouve toi qui as dû parler de Trump au moins une fois par semaine depuis quelques années, à La Journée est encore jeune et avant ça, à la un bon sujet. C'est un bon sujet, c'est un bon personnage, mais il a quand même fait des bons coups.
On parlait entre autres du retrait progressif à l'époque des troupes américaines de l'Irak et de l'Afghanistan. Ça, c'en est un bon coup. Ben, il a fait des bons coups, mais c'est difficile de souligner ces bons coups-là quand on compare avec ses mauvais coups. Tu sais, je trouve que... Lesquels mauvais coups seraient les pires qui effaceraient tous les bons coups, par exemple? Ben, c'est tout ce qui... Tout ces bons coups, c'est tout ce qu'il dit, c'est ça. Et ce qu'il fait serait moins important que ce qu'il dit. C'est ça. Mais sa personnalité est terrible. Son égocentrisme, son narcissisme. Donc, fondamentalement, on choisit un président pour sa personnalité, non pas ce qu'il fait. Ben non, ben c'est ça. Il est même pas capable de sortir un exemple, man. Ces gens-là ne sont pas vaillants. OK? La réalité, c'est que tout ce qu'il veut, c'est ses petites clips pour faire son petit show d'humour poche, mais il n'y a aucune idée de ce qui se passe réellement dans la politique américaine. Tu lui demandes, donne-moi un exemple que Donald Trump a fait qui viendrait annuler un bon coup tel que le retrait progressif des troupes en Irak ou en Afghanistan. C'est une question qui est... C'est une bonne question. Ben oui. Donne-moi un exemple d'action qu'il a posée qui annule tout ça. Lui, quand il n'est pas en train de jouer des clips préparés d'avance, il est poche en tabarnak. Hein? Oui, puis le plus drôle, c'est ça bifurque automatiquement sur mais c'est sa personnalité, c'est son narcissisme. Et là, le bureau, ce qu'il fait, c'est génial. Il dit OK, donc on vote pour un président pour sa personnalité et non pour ce qu'il fait. Exact. C'est la forme au lieu du fond. Ça a toujours été ça. En passant, la petite madame, c'est Nathalie Petrovski, pour ceux qui se posent la question. J'écoutais Ben Shapiro, qui est en entrevue avec le gars en Angleterre sur Sky News. J'ai encore oublié son nom, lui. Pourquoi j'ai oublié? Pierce Morgan? Pierce Morgan. Puis Morgan, il pose vraiment une bonne question. En 2016, tu étais contre Donald Trump, tu voulais pas qu'il passe, blablabla. Puis aujourd'hui, tu le supporterais. Pourquoi? Puis Shapiro, en toute humilité, il dit « J'ai eu tort. J'ai dit, moi, j'aimais pas Donald Trump pour sa personnalité, sa façon de faire de la politique, et ainsi de suite. Mais quand tu regardes sa présidence, les actions qui ont été commises, son administration, c'est une des bonnes administrations qu'on a eues depuis longtemps. Fait que je me sens beaucoup plus confortable de voter pour lui aujourd'hui qu'en 2016, quand je trouvais qu'il était juste un narcissique. Donc, puis ça, je trouve qu'il y a vraiment raison, parce que je me sens à peu près à la même place que Shapiro là-dessus. Ouais. Je n'aimais pas Donald Trump. Encore aujourd'hui, je ne l'aime pas. La personnalité de Donald Trump, je n'aime pas ça, OK? Il y a un petit côté que j'aime, c'est le côté trolling des médias. Là. Ça, j'aime ça. Mais le reste, là, j'aime pas sa personnalité. J'aime pas la manière qui... Je déteste honnêtement sa personnalité. Mais Christy, son administration, 2017-2020, my God, ça a bien été. Bon, ça a vraiment bien été. Là. Ben oui, puis on n'a pas à aimer nos politiciens. Non. C'est ça le bout aussi, là, que, tu sais, les Churchill, là, en Angleterre, puis je compare pas Churchill à Trump, là, mais Churchill a été assez mal aimé une bonne partie de sa carrière. Il a été vu comme un vieux bougonneux, il a toujours l'air renfrogné, tout ça. Mais ça a été un politicien qui a eu beaucoup de succès, malgré qu'il y avait une image plus ou moins positive. Les gens ne l'aimaient pas. Autant l'aristocratie que des gens du quotidien n'aimaient pas Churchill. Mais je sais pareil, on n'a pas à... Il faut s'enlever de la tête là, la crise d'histoire. Moi, j'aimerais ça aller prendre une bière avec. Ouais. Puis tu sais, on va faire la job à la place à Olivier Niquette, OK? Dans les bons coups de Donald Trump, qu'on peut dire, là, la baisse d'impôts aux entreprises, OK? Ça a été majeur. Le Canada était en train de voler des entreprises aux Américains. Rappelez-vous, Tim Hortons qui achète Burger King. Okay? C'était à cause des taxes à ce moment-là. Avec la baisse d'impôts aux entreprises, cet exode-là américaine s'est arrêté. Ça a été super important dans son mandat. Le fait qu'il n'y ait pas eu de guerre, ça a été une des choses les plus importantes de son mandat également. Le fait également, la réponse qu'il y a eu envers l'Iran, quand l'Iran a décidé de fucker le chien avec les pétroliers, la réponse qu'on a donnée à l'Iran, c'était une nouvelle doctrine, c'est quelque chose qui était vraiment nouveau, ça a été extrêmement efficace. Ça a été extrêmement efficace. Donc, sous la gouverne de Trump, c'est des bons coups. Qu'est-ce qui aurait pu annuler ça? Si je cherche vraiment des choses que je n'ai pas aimées de Donald Trump, du côté négatif, c'est des lois très protectionnistes au niveau économique. Mais c'est tout, là. Outre ça, il n'a pas fait d'affaires vraiment... En fait, il a fait très peu de choses, Donald Trump. Ce qui le rend un bon président dans ma tête, là. Ouais. Il a fait très peu de choses dans son mandat et c'est correct comme ça. La liste, on pourrait en rajouter encore. Là, le fait que ça faisait, je pense, les 6 présidents d'avant avaient promis de transférer l'ambassade à Jérusalem, en Israël. Tout le monde l'avait promis, tout le monde s'est dégonflé. Lui, il l'a fait.
Ça a été aussi le président qui est allé rencontrer le petit gros en Corée du Nord. La renégociation de l'ALENA, ça a quand même été... ça a fait broyer beaucoup de Canadiens, mais Chris, je pense que c'était dû pour être fait. Là. Ça faisait depuis 1993, ce truc-là, que ça n'avait pas trop été modifié. Samuel Roney. C'est ça. Ben, je pense que c'était le temps. Là. Fait que, bref, il y a une série d'affaires qui pourraient être mentionnées. Mais bon. Ils sont incapables d'en nommer aucune. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas la politique américaine. Non, ils suivent les memes Facebook, ils suivent les petites clips parce que c'est ça qu'ils cherchent pour son show. C'est ça. Exact. Hey, on va passer à la partie Patreon. On a encore, je pense, quelques extraits audio à vous faire entendre. J'avais aussi un article du Wall Street Journal qui nous montre quelque chose d'intéressant sur la confiance qu'ont les citoyens envers les gouvernements. Et j'avais aussi une histoire, ça va t'intéresser, Yann, sur John Tavares, capitaine des Leafs de Toronto. Il se bat contre le fisc canadien. Oh boy, ça va être intéressant, ça.